Nous sommes en juin 1944. Le mur de l'Atlantique a explosé en Normandie, mais contrairement aux prévisions, il a beaucoup mieux tenu que prévu. Les objectifs d'Overlord sont loin d'être remplis. Cependant, l'armée allemande a besoin de se réorganiser après le premier coup de boutoir allié qui la laisse KO debout. Toutefois, la logistique alliée en hommes et en matériel doit encore organiser le chaos laissé sur les plages du débarquement pour que les hommes qui ont souffert le 6 juin puissent être soutenus dans leur effort. La Normandie entre dans la tempête pour plusieurs mois. Avant de commencer le récit de la progression américaine, je voulais vous présenter ma page Tipeee pour m'aider à financer la chaîne. Vous trouverez les informations à son sujet dans la description de la vidéo en dessous. Bon visionnage. La bataille de Normandie est la première bataille décisive du front ouest de la Seconde Guerre mondiale. Elle a permis la libération de la France et de l'Ouest européen. Cependant, le jour J n'est que le premier jour de cette bataille, appelé le jour le plus long, et qui va occulter les difficultés des Alliés durant les mois qui vont suivre. Même si le plus dur était fait par les Alliés, ils vont se rendre compte que bien qu'affaiblie, l'armée allemande est plus coriace et résiliente que prévu. De même, les Alliés n'ont pas correctement analysé l'effet du terrain normand sur le combat à venir. Les expériences de combat passées ne vont pas servir à grand-chose dans le bocage normand. Les masses de blindés américains ne serviront pas à grand-chose dans ce fouillis de haie normande. Le débarquement est terminé et est un succès certain, même si les objectifs initiaux trop fantaisistes n'ont pas été réalisés. Les 5 plages sont prises et sécurisées, les troupes avancent maintenant dans les terres profitant de la défaite allemande. Mais les têtes de pont américaines ne sont pas reliées entre elles, ni même avec les Anglais de Gaulle, et cela va compliquer la logistique des troupes débarquées. Il faut donc dans un premier temps rassembler les armées en une ligne de front continue, et dans le même temps repousser les Allemands dans les terres et prendre Cherbourg. Cela sera plus compliqué que prévu car en face, les Allemands sont expérimentés et bien équipés depuis la modernisation de l'infanterie allemande. Le combat qui s'annonce sera dur, il n'y aura pas de place pour les troupes débutantes. Le 6 juin 1944, la 4e division d'infanterie nommée Ivy a débarqué sur la plage de Utah Beach avec succès. Vous trouverez les détails dans ma vidéo Utah Beach, un coup de bol bienvenu. Contrairement aux autres divisions américaines, la 4e division est le premier modèle dit d'infanterie motorisée, c'est-à-dire qu'elle mélange les régiments d'infanterie classiques avec des bataillons de chars qui sont directement sous les ordres des commandants. Elle a en plus un fort contingent de bataillons d'artillerie. La 4e division fait son baptême du feu en ce 6 juin, mais elle est composée d'hommes bien entraînés et surtout encadrés de vétérans ayant fait la campagne d'Afrique comme son commandant en second, le brigadier général Theodore Roosevelt Jr. Celui-ci débarquera à la tête de l'unité dans la première vague. La 4e division qui débarque doit rapidement faire la jonction avec les 2 divisions aéroportées qui ont été larguées dans le Cotentin. Et en ce 6 juin, les parachutages ratés leur ont fait perdre plus de 90% de leur artillerie et autres supports. Ainsi, elles doivent tenir leur position tant bien que mal en attendant la jonction avec l'infanterie standard. Au soir du 6 juin, seule la 101e Airborne a pu faire la jonction avec la 4e division. Les unités de la 82e Airborne étant isolées à Sainte-Mère-Église et à l'ouest du Merderet. À la suite du débarquement de la 4e division d'infanterie vient la 90e division d'infanterie, les Tough Hombres, soit les ombres dures. La 90e division d'infanterie n'a pas survécu à la fin de la Première Guerre mondiale, mais elle est réactivée en mars 1942 comme infanterie de conscrits. C'est une infanterie basée sur les anciens standards américains. Son déploiement commence le 6 juin avec le 357e régiment et sera totalement active au 10 juin. Le gros des troupes devra prendre de l'ouest du Cotentin, mais le 359e régiment sera détaché dans la 4e division vers Cherbourg. En dernier lieu, dans ce secteur, pour le mois de juin, vient la 9e division d'infanterie, les All Reliable, soit les vieux fiables. La 9e division d'infanterie va arriver après la 90e division. Bien que son modèle d'infanterie soit ancien, c'est une division qui combat depuis l'opération Torche en 1942. Elle est de tous les combats, de Tunis à Palerme. Puis le quartier général l'a rappelé en Angleterre pour se préparer à l'invasion de la France, ayant besoin d'une division de vétérans ayant connu le feu du combat. Son déploiement commence le 9 juin et va se poursuivre quelques jours. C'est donc une force américaine expérimentée et conséquente qui arrive sans encombre dans le Cotentin. Mais le bocage normand du Cotentin va être un obstacle à l'utilisation à 100% de cette immense puissance de feu. Et cela va profiter aux Allemands bien retranchés dans les couverts.
Dans le Cotentin, les Allemands ont été surpris par l'éparpillement des troupes américaines aéroportées et ont joué de malchance en perdant le général William Fallet durant le 6 juin, tandis qu'il revenait vers son QG après son départ pour Rennes et le Kriegspiel. L'organisation allemande est assez logique avec une force importante expérimentée, la 91e division aéroportée allemande au centre du Cotentin. Celle-ci est appuyée par le bataillon de chars français récupéré, le 100e Panzer, et des troupes d'infanterie statique réparties dans les Wintersternets tout le long de la côte en défense. Pour compléter les unités qui vont défendre le Cotentin, il y a les points d'artillerie tenus par la marine allemande comme la batterie de Kriesbeck-Saint-Marcouf ou celle d'Azeville. La batterie de Kriesbeck justement, nom de code MKB Marcouf-Kriesbeck, composée de pièces d'artillerie, 3 210 mm 439-40 Skoda. La batterie de Kriesbeck est localisée dans le Cotentin à proximité du hameau du même nom sur une hauteur à 2800 mètres du rivage. C'est la batterie la plus puissante de l'ensemble des défenses allemandes dans la région des plages du débarquement. Elle est également connue sous le nom de batterie de Saint-Marcouf. Sa construction débute en 1942 sous le contrôle de l'organisation Todd, chargée de la mise en place des installations du mur de l'Atlantique. Initialement composée de 6 pièces de 155 mm qui sont ensuite déplacées à proximité de Fontenay-sur-Mer, les Allemands souhaitent installer sur ce site 4 casemates de type Regelboot R683, abritant chacune un canon de 210 mm. Les Skoda K39-40 d'une portée de plus de 30 km, dont les tirs sont commandés par un poste de direction. Au printemps 1944, seuls 2 casemates R683 sont terminés et opérationnels, et 3 canons de 210 mm seulement sont présents. Les bombardements alliés, qui s'accélèrent depuis le mois d'avril de la même année, empêchent la bonne continuité des travaux. Le 5 juin 1944, une 3e casemate est en cours de construction tandis que les travaux pour la 4e n'ont même pas débuté. Les types Regelboot R683 s'avèrent des constructions difficiles et coûteuses. Elles nécessitent en effet chacune près de 100 tonnes d'acier et 2000 mètres de cubes de béton. Par ailleurs, sur le site de la batterie de Kriesbeck comprend pour sa défense antiaérienne 6 canons de 75 mm d'origine française et 3 canons de 20 mm. La protection des abords de la batterie est réalisée par l'installation de 70 mitrailleuses mises en batterie, aussi bien dans les Tobruk que sur de simples postes de tir. Un mur barbelé ainsi que des champs de mines encerclent le site qui comprend un grand nombre de tranchées, d'abris pour la troupe et de soutes à munitions. La position d'artillerie côtière intègre également le poste d'observation de la batterie d'Azeville, distante d'environ 2 km. En juin 1944, la garnison de la batterie de Kriesbeck est forte de 320 soldats sous les ordres de l'Oberleutnant Zursi, enseigne de vaisseau de première classe, Walter Homsen. Lors des jours suivants, les renforts qui sont envoyés vers le Cotentin se composent de régiments d'infanterie venant de Bretagne, comme la 77e division d'infanterie qui montera vers Cherbourg, et les terribles divisions de blindés SS déployées dans l'ouest de la France et le sud-ouest, qui elles resteront vers 40 ans. Du 7 au 9 juin 1944, la consolidation. Dans la zone prévue pour les débarquements, qui est à peu près un rectangle partant de la plage de Utah jusqu'à 40 ans, puis le long des rivières Douve et Merderet jusqu'à Sainte-Mère-Église et enfin vers l'est jusqu'à Fauquarville, subsistent des poches de résistance. Au soir du 6 juin, la principale force allemande est encerclée au sud de Sainte-Mère-Église et autour de Turqueville. Une poche a été identifiée à Carquebut, au sud de Chef-du-Pont et à Saint-Côme-du-Mont. À l'ouest du Merderet, Amfreville tient bon, et ce sont les Américains qui sont encerclés à la côte 30 à 1 km seulement de Chef-du-Pont. La réduction de la poche allemande de Turqueville est la priorité du 7 juin. Sa réduction permettra une jonction solide entre la 82e Airborne et la 4e division d'infanterie. L'ensemble des troupes disponibles, c'est-à-dire des éléments de la 82e et de la 101e Airborne, ainsi que le 8e régiment de la 4e division, se lance à l'assaut des Allemands. Turqueville est le QG du 795e Ostbataillon. Ce sont des soldats géorgiens combattant sous l'uniforme allemand commandé par Lautmann Stiller. Contrairement aux prévisions des Allemands, les Géorgiens se battent bien et résistent aux assauts américains. Cependant, le sergent John Vonchek, appartenant à l'état-major de la 4e division, est capturé lors d'une patrouille par le Russe. Il entame des pourparlers avec les soldats de l'Ostbataillon. Les Allemands leur ont dit que les Américains passaient par les armes tous les étrangers se battant sous l'uniforme allemand. Il convainc les Géorgiens de se rendre, laissant un trou dans le dispositif de défense allemand. Finalement, la position allemande tombe, faisant prisonniers 174 soldats allemands et géorgiens. Au matin du 7 juin, les Américains de la 82e Airborne sont bien retranchés dans Sainte-Mère-Église, mais des troupes sont isolées à l'ouest du Merderet après un parachutage désastreux. La résistance du lieutenant Turnbull, dit le chef, car d'origine amérindienne,
au nord à Neuville-au-Plain, face à 200 Allemands, a permis de renforcer la ville en attendant les renforts venant des plages. La ville va subir plusieurs attaques allemandes durant la journée. Le combat est acharné et les munitions commencent à manquer côté américain. Néanmoins, dès le début des combats, une demande d'aide blindée a été envoyée vers la 4e division et c'est 3 blindés qui arrivent à percer les lignes et atteignent Sainte-Mère-Église en sauvant la situation face aux Allemands. Sainte-Mère-Église est définitivement aux mains américaines, même si les combats au pont de la Fière continuent. La 4e division fait la jonction avec les troupes de la 82e Airborne dans l'après-midi et progresse vers Neuville-au-Plain. Le 7 juin 1944, le 1er bataillon du 22e régiment d'infanterie de la 4e division débute son offensive depuis les abords nord de Saint-Germain-de-Varreville et atteint Ravenauxville en fin d'après-midi. Une reconnaissance est effectuée par des éléments du 3e bataillon jusqu'au lieu-dit du chalet de Ravenauxville, en bord de plage où se situe le point fortifié codé WN-103. Le site est défendu le long des dunes par un mur d'antichars. Son armement principal consiste en un canon de 88 mm sous casemate et un canon de 50 mm, lui aussi sous casemate, dont l'orientation permet de battre par le feu la plage en enfilade du nord au sud. Bombardés par les canons de la marine alliée le jour J, des soldats s'y trouvent encore lorsque les Américains s'en emparent, mais ils refusent dans un premier temps de se rendre. Après quelques tractations, 82 soldats allemands se constituent prisonniers. Au soir du 7 juin, le 1er bataillon du 22e régiment d'infanterie est situé à environ 1 km au nord de Ravenauxville et les Américains s'emploient à nettoyer la plage où 3 poches de résistance subsistent encore. Elles ne seront réduites que le 12 juin par le 1er bataillon du 39e régiment d'infanterie de la 9e division. Du 7 au 12 juin 1944, l'assaut sur la batterie de Crisbeck-Saint-Marcouf. À l'instar des autres batteries allemandes le long des côtes normandes, celle de Crisbeck est abondamment bombardée par l'aviation alliée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. 598 tonnes de bombes sont larguées. Des dizaines de soldats allemands sont tués lors de cette attaque et tous les canons anti-aériens ainsi qu'une pièce de 210 mm sont détruits. Aux premières heures du jour J, des parachutistes américains appartenant au 502e PIR de la 101e Airborne prennent d'assaut le site de Crisbeck. Ces soldats, parachutés bien au-delà de leur zone de saut dans la région de Saint-Martin-de-Varreville, ont tenté le tout pour le tout mais se heurtent à une solide défense allemande. 20 d'entre eux sont faits prisonniers. À l'aube du 6 juin, à 5h55, un avion allié chargé de disperser un écran de fumée pour protéger les bâtiments de guerre autour des îles Saint-Marcouf devant Crisbeck est abattu par la défense antiaérienne adverse. Les artilleurs de Crisbeck disposent alors d'un bon visuel et prennent alors pour cible l'USS Corrie. Au moment exact du débarquement sur Utah, soit à 6h33, des obus atteignent directement ce destroyer américain sur la surface de l'eau au niveau de la quille et il commence à sombrer. Les batteries allemandes de Crisbeck et d'Azeville concentrent leurs tirs sur le destroyer en perdition. L'un des obus touche les affis de canon de 40 mm et fait exploser les munitions à proximité. À 6h40, le commandant du navire George Dewey Hoffman donne l'ordre d'évacuation. Vers 8h, l'une des 2 dernières pièces de 210 mm est mise hors de combat par les tirs de bâtiments de guerre américains USS Arkansas, USS Nevada et USS Texas. À 9h, un tir direct détruit le canon restant. Immédiatement après ces actions, les artilleurs allemands évaluent les dégâts sur les pièces et entreprennent si possible des réparations. L'une d'elles est remise en état le 8 juin, mais les bâtiments de guerre alliés l'endommagent aussitôt. Du 7 au 11 juin, les soldats allemands se barricadent sur le site de la batterie et subissent plusieurs attaques menées par les éléments de la 4e division américaine qui a débarqué le jour J à Utah Beach. Walter Homsen, renforcé par des observateurs d'artillerie et des soldats du 919e régiment d'infanterie, défend avec acharnement sa batterie et demande même au canon de 105 mm d'Azeville de tirer sur sa propre position lorsque les assauts américains parviennent à atteindre le cœur de son dispositif. Il reçoit finalement l'ordre de rompre le contact et de quitter sa position qui est encerclée par ses adversaires. Dans la nuit du 11 au 12 juin 1944, Walter Homsen quitte la batterie sans se faire détecter et parvient à rejoindre les lignes allemandes plus au nord avec 78 soldats. 21 blessés sont laissés dans la batterie pris en charge par un infirmier volontaire. Ce sont les Américains du 39e régiment de la 9e division qui s'emparent sans combattre de la batterie de Crisbeck. Quelques jours plus tard, Homsen est décoré de la Croix de Fer pour sa résistance de pratiquement une semaine face à la puissance militaire américaine. Durant les semaines qui suivent la conquête de la batterie de Crisbeck, le génie américain procède à des essais de résistance des casemates allemandes, utilisant de grandes quantités d'explosifs dont les effets occasionnent plus de dégâts que les bombardements. La course vers Montebourg. Dès le 8 juin, le 8e régiment d'infanterie de la 4e division, commandé par le colonel James Van Fleet, prend d'assaut Neuville-au-Plain où les fantassins américains sont pris à partie par les défenseurs allemands. Ces derniers tiennent leur position et résistent de longues heures avant de plier en milieu d'après-midi. La commune tombe définitivement aux mains des Américains qui poursuivent immédiatement leur progression vers le nord.
Le 12e régiment d'infanterie de la 4e division, appuyé par le 505e Pire et les tanks du 746e Tank Bataillon, atteignent en soirée Fraisseville. Ils lancent un assaut de nuit et malgré une bonne résistance des Allemands, ceux-ci se replient vers le nord au petit matin. Toutefois, les Américains sont déjà aux portes de Montebourg. Durant le 7 juin, la 4e division d'infanterie a lancé une forte offensive entre Saint-Germain-de-Varreville et Sainte-Mère-Église. Celle-ci balaye tout sur son passage. La ville d'Azeville, siège de la batterie d'artillerie du même nom, est atteinte en soirée. Les premiers combats se soldent par un repli, la ville est fortement défendue. Le même jour, les Américains stoppent à seulement 1 km au sud des Mondeville. Le 8 juin, l'assaut général reprend. Azeville résiste aux Américains, qui sont même contre-attaqués à 14 h par le Sturmbataillon AOK 7 de la 709e division d'infanterie, commandé par le major Hugo Messerschmitt. La ligne est sur le point de rompre quand le renfort de la compagnie B du 359e régiment d'infanterie de la 90e division, rattaché à la 4e division d'infanterie, arrive en renfort et stoppe l'assaut allemand. Les pertes sont élevées dans les deux camps, mais une nouvelle offensive est prévue pour le lendemain. À Edmondville, l'assaut de son côté commence à 5 h 30 par une préparation d'artillerie violente. Le 1er et 3e bataillon du 12e régiment d'infanterie lancent l'assaut à 6 h 30. Mais dès l'arrêt du bombardement naval, c'est l'artillerie allemande qui cloue les troupes sur leur position de départ. Seule la compagnie L perce les lignes allemandes et sème le chaos dans la ville avant de continuer au nord sur 500 mètres. Voyant les pertes s'accumuler, le colonel Reeder engage le 2e bataillon qui était jusque-là en réserve afin de rétablir la ligne de front. Cet ajout de force permet de prendre le village et de progresser de 300 mètres au nord. Cependant, à la mi-journée, de violentes contre-attaques allemandes menacent directement le QG du colonel Reeder. La compagnie I fait preuve d'un grand courage pour désengager le QG sous le feu allemand. En soirée, les Allemands se replient vers le nord vers une nouvelle ligne de défense à Jauganville. Durant cette journée, le 12e régiment d'infanterie a perdu près de 300 hommes. En ce 8 juin, le 8e régiment de la 4e division d'infanterie atteint les abords d'Écosseville à seulement 2 km de Montebourg et commence le siège de la ville. Celle-ci est défendue par les troupes fraîches du 922e régiment de grenadiers de la 243e division d'infanterie venue de l'ouest du Cotentin. Le 9 juin au matin, les assauts reprennent sur Azeville et sa batterie d'artillerie. Le 3e bataillon du 22e régiment d'infanterie passe à l'attaque après une importante préparation d'artillerie. Les troupes arrivent tant bien que mal à s'infiltrer dans le réseau de défense de la batterie. Le soldat Ralph J. Riley, équipé d'un lance-flamme, l'utilise contre la porte du bunker. Peu après, un drapeau blanc est hissé et la garnison d'Azeville, forte de 169 soldats, se rend derrière un officier parachutiste américain qui était jusque-là prisonnier des Allemands. Dans la foulée, le 22e régiment est déployé vers le nord. Il progresse sur environ 1 km avant d'être stoppé par une résistance isolée à hauteur du château de Fontenay. À Écosseville, le 8e régiment d'infanterie lance l'assaut sur la ville qui est fortement défendue par les troupes du 922e régiment de la 243e division et le Sturmbataillon AOK 7 de la 709e division. Les combats sont âpres et les Allemands tiennent bien la ville et font de nombreuses victimes. Plusieurs assauts directs sont repoussés. Il est alors décidé de continuer la pression sur la ville, mais des éléments vont la contourner à l'est et à l'ouest. À 19 h, le lieu-dit au nord-est nommé Petit-Bourg est pris faisant à une centaine de prisonniers. À 21 h, les Américains ont quasiment encerclé la ville. À la faveur de la nuit, les Allemands évacuent discrètement vers Montebourg. Au petit matin du 10 juin, le 8e régiment d'infanterie relance son offensive au centre et découvre la ville abandonnée. Montebourg est en vue, la bataille pour Montebourg va pouvoir commencer. Sur l'ouest du front américain, les rivières Douve et Merderet forment des limites naturelles. Deux des points de passage sont sous tension, le pont de la Fière et le pont de Chef-du-Pont. Au pont de la Fière, la position est renforcée par le 325e GIR et bien que bombardé par les Allemands, le secteur est bien tenu par les héros de la bataille du 6 juin. La situation va évoluer le 9 juin avec la reprise de l'offensive américaine vers l'ouest du Cotentin. L'assaut à partir du pont de la Fière va être mal engagé, mais l'action du soldat Charles de Goppler va débloquer la situation. Cependant, à Chef-du-Pont, même si la bataille du 6 juin et la connexion du 508e bataillon de la 82e Airborne et de la 4e division d'infanterie venant de Utah a eu lieu vers minuit dans la nuit du 6 au 7 juin, la situation n'est pas stable. Le 7 juin au matin, une reconnaissance du village de Kerkebut est menée par le 3e bataillon du 325e GIR. La commune est déserte, les Allemands se sont finalement repliés à l'ouest de la rivière Merderet. Les Américains continuent leur progression et poursuivent en direction de Chef-du-Pont. À Chef-du-Pont, les renforts du 3e bataillon du 325e GIR sont les bienvenus car le pont subit des attaques importantes.
Le lieutenant-colonel Louis Mendes Jr. du 508e réorganise les troupes à sa disposition. Le pont est tenu, mais les Allemands contrôlent toujours l'ouest de la rivière Meurderey. Le 8 juin, les attaques sur le pont continuent, mais la situation reste stable. Durant la journée, il organise des patrouilles autour de chefs de pont. Celles-ci font prisonniers 135 Allemands sans perte. Dans la soirée, les renforts de la 90e division d'infanterie, fraîchement débarqués ce jour, arrivent à Chef du Pont pour être engagés dès le lendemain matin. Le 9 juin à 5h30, le 1er bataillon du 358e régiment d'infanterie de la 90e division traverse le pont en direction de l'ouest sous les tirs adverses et engage les Allemands de l'autre côté du Meurderey, éloignant définitivement la menace qui pesait jusque-là sur Chef du Pont. L'ouest du Cotentin s'ouvre enfin aux Américains. Du 10 au 19 juin, le Cotentin coupé en deux. Vu que la 4e division d'infanterie arrive tant bien que mal à Montebourg, le général Bradley change ses plans et décide de lancer ses troupes pour couper le Cotentin en deux et ainsi piéger le maximum d'Allemands dans la poche de Cherbourg. L'action est donnée à l'inexpérimentée 90e division d'infanterie. Depuis 24 heures, elle a passé les ponts sur le Meurderey et progresse lentement vers Picauville, siège du QG de la 91e division d'infanterie. Pendant 3 jours, du 10 au 13 juin, la 90e division piétine face aux Allemands sous Mons. Les troupes américaines n'ayant jamais connu le feu du combat se replient dès le premier tir de mortier allemand. À plusieurs points clés, ce sont les 101e et 82e Airborne, toujours dans le secteur, qui sont envoyés pour rétablir la situation. Les assauts ne sont pas coordonnés. Les soldats mal encadrés sont littéralement fauchés sans pouvoir agir. Le général Collins s'enrage et le 13 juin 1944 limoge en pleine bataille le brigadier général J. McKelvey par le major général Eugène Landru. Durant ce temps, la reprise de l'assaut est confiée à la 82e Airborne qui, bien qu'efficace, est fatiguée après plus de 8 jours de combat intensif. C'est à partir du 15 juin que la 9e division américaine est opérationnelle à 100% en remplacement de la 90e division. Son expérience du combat va retourner la situation. Le 60e régiment d'infanterie dépasse Reigneville-Bocage le 15 juin et culbute les Allemands de la 243e division. Dès le 16 juin, Saint-Sauveur-le-Vicomte est atteinte et libérée par une action combinée du 47e régiment de la 9e division et les 325 et 508e régiments de la 82e Airborne. Mais la 9e division trouve au nord de Saint-Sauveur-le-Vicomte un trou dans le dispositif de défense allemand et s'engouffre dans celui-ci en direction de la côte ouest. Le général Collins ne veut aucun retard et cela va engendrer des trous dans le dispositif du front, car la poussée ne doit pas être retardée. Dès le 16 juin au matin, Saint-Colombe est libéré par le 47e et le 60e régiment de la 9e division, appuyé par le tank bataillon 746. Saint-Colombe a un pont qui permet le passage des tanks. Celui-ci est sécurisé et accélère la progression vers l'ouest. Néou est en vue au soir du 16 juin, mais les troupes ont épuisé leurs munitions dans les combats du jour. Ils se mettent en défense et sont ravitaillés en priorité par Collins durant la nuit. À 6 h du matin, le 17 juin, l'assaut est lancé sur Néou et les Allemands se replient vers l'ouest. La ville est sécurisée rapidement et la progression continue vers Saint-Maurice-en-Cotentin. Saint-Jacques-de-Néou est pris et dépassé en laissant juste une force du 39e régiment qui subira une attaque violente dans la nuit. La colonne d'assaut est mise en place comprenant 5 Sherman, 4 M10 et des semi-chenillés M3 et les camions pour le 60e régiment de la 9e division. Ils sont dans la soirée du 17 juin à seulement 6 km de Barneville-sur-Mer, ville côtière de la Manche. À 5 h du matin le 18 juin, ils atteignent les hauteurs de Barneville-sur-Mer. La compagnie K du 60e régiment lance l'assaut appuyé par les blindés. La ville semble déserte et les quelques soldats allemands de la police militaire se rendent. Le village est rapidement sous contrôle. Heureusement, car les Sherman sont à court de carburant suite à ces 2 jours d'assaut. Dans la journée, les Américains font prisonnier des unités allemandes qui ne s'attendaient pas à voir la ville aux mains des Américains. Dans la soirée du 18 juin, les Américains ont ainsi isolé les forces allemandes situées au nord du Cotentin du reste de leurs forces, soit près de 40 000 soldats. Elles ne peuvent plus être ni renforcées ni ravitaillées malgré quelques tentatives désespérées. Du 10 au 19 juin 1944, la bataille pour Montebourg. Le 10 juin, le 12e régiment d'infanterie de la 4e division, commandé par le colonel Reeder, a atteint les hauteurs situées à l'est de Montebourg. Mais sur son flanc gauche, à l'ouest de la route nationale 13, le 8e régiment d'infanterie de la 4e division, commandé par le colonel Van Fleet, est toujours à environ 1000 mètres au sud grâce à l'action de retardement de leur adversaire ayant infligé de lourdes pertes aux assaillants. Le général Raymond Barton, commandant la division, cherche dans un premier temps à aligner les 2 régiments. Ces délais sont autant de jours supplémentaires permettant aux Allemands de constituer une solide défense centrée sur Montebourg. Les Américains subissent une importante contre-attaque dans la soirée du 10 juin dans le secteur du 12e régiment d'infanterie, qui n'est arrêté que grâce à l'intervention de l'artillerie terrestre et marine.
Les unités reçoivent alors l'ordre de s'installer dans la défensive en attendant que la division réarticule sa ligne de contact. Du 12 au 14 juin, la 4e division progresse à l'est de Montebourg, dépassant la route départementale 42. Pendant ce temps, et durant les 4 jours qui suivent, les unités face à la ville doivent mener plusieurs patrouilles afin de renseigner sur le dispositif de défense de l'adversaire, sans pour autant s'engager dans la commune. L'artillerie, terrestre, aérienne et marine, se déchaîne sur Montebourg, réduisant la ville en un vaste tas de cendres. Le 19 juin, à 3 h du matin, sans préparation d'artillerie, le général Barton lance son offensive pour s'emparer de la ville. Le 8e régiment d'infanterie dépasse Montebourg par l'ouest, tandis que le 12e régiment d'infanterie effectue également une manœuvre de contournement par l'est. Bien que les unités parviennent à progresser sans se laisser retarder, les pertes sont nombreuses. Les chars Sherman de l'escadron B du 70e Tank Battalion passent également à l'attaque et contournent par l'ouest et prennent d'assaut les lignes allemandes à revers, créant beaucoup de désordre dans les lignes adverses. Les Allemands, commandés par l'Oberlieutenant Günther Kehl, reçoivent à midi l'ordre de se replier vers le nord pour éviter l'encerclement. Malheureusement, ils sont taillés en pièces par les Américains qui ont déjà largement contourné Montebourg et qui interdisent tout repli. À 10 h, appuyés par le 801e Tank Destroyer Battalion et le 183e Field Artillery Battalion, le 3e bataillon du 12e régiment d'infanterie a prévu d'attaquer la commune par l'ouest. Il ne fait mouvement qu'à compter de 18 h, et lorsqu'ils entrent dans la ville, les Allemands ont quasiment tous disparu, ne laissant derrière eux qu'un tas de ruines et près de 300 civils normands qui ont survécu dans de terribles conditions aux multiples bombardements. À la tombée du jour, les Américains sont déjà à plus de 3 km au nord-ouest de Montebourg. L'épopée de la 77e division d'infanterie. La 77e division d'infanterie allemande du général Stegmann arrive dans le Cotentin à partir du 9 juin, mais elle est envoyée en renfort de la 91e et de la 243e division d'infanterie. Ainsi, le 10 juin, la 77e s'oppose à la 90e division américaine dans l'ouest du Mer de Ray, qu'elle malmène durement. Mais la grosse partie de son effectif doit se diriger vers Montebourg pour aider la 243e à bloquer les Américains sur les hauteurs autour. Cela fonctionne plutôt bien vu que l'avancée américaine va être ralentie, et nous l'avons vu avant, obliger le général Collins à couper en deux le Cotentin pour isoler les troupes de défense de Cherbourg et de son soutien au sud du Cotentin. Dès l'annonce du 17 juin que le Cotentin est coupé en deux, le général von Scholtitz arrive à peine à son état-major suite à la mort du général Marx le 12 juin au matin. De nombreux ordres contradictoires paralysent les Allemands, ne sachant plus à quel état-major se fier. Certains veulent défendre Cherbourg à tout prix, d'autres, comme le général Rommel, veulent un repli pour éviter de perdre un maximum d'hommes. Dans l'après-midi du 17 juin, le général Stegmann reçoit l'autorisation de revenir au sud du Cotentin. Il décide alors de percer le front américain avec toutes les forces de la 77e division. Au matin du 18 juin, près de Brickbeck, au carrefour de la Vente aux Saulmiers, tandis qu'il étudie les itinéraires de repli, il est tué par une grenade lancée par des Américains isolés. C'est le 4e général allemand tué en service depuis le débarquement. La veille, le général Helmich du 243e a été tué par un jabot, comme le général Marx le 12 juin. Le colonel Bachauer du 1049e régiment d'infanterie reprend alors le commandement. Il rassemble toutes les troupes qui sont disponibles dans sa zone de commandement. Cela va du gros de la 77e division d'infanterie à des groupes isolés de la 243e et de la 91e division. Dans la nuit du 18 au 19 juin, tandis que les Américains ferment définitivement le Cotentin en atteignant Barneville, la colonne allemande progresse vers le sud en essayant de trouver un point faible dans le dispositif américain. Les rares voitures radio de la division se portent en avant pour éclairer le chemin. La progression se fait à la lueur de la lune sans bruit. Lorsque le jour se lève, la colonne est au milieu des lignes américaines. Les sentinelles américaines, surprises de voir des Allemands, se font arrêter en silence au fur et à mesure de la progression et incorporées à la colonne. Ce 19 juin, l'aube est brumeuse et le plafond nuageux très bas empêche les avions de voler. Vers 11 h, la colonne fait halte dans un chemin creux. Les éclaireurs repèrent un campement américain important de tentes à peine 500 mètres de leur position. Mais les hommes épuisés par la marche de la nuit s'affalent sur place. Le mot d'ordre est simple, silence et dormez. Les Américains ne se doutèrent de rien. En fin d'après-midi, la colonne reprend sa marche vers le sud. Le colonel Bachauer envoie un message aux troupes de la 243e qui défendent le sud du front. « Poussons sur Villot, ouvrez-nous le passage. » Les canons de la 243e firent feu et ouvrent un passage. Non pas à Villot pour la colonne, mais plus au sud sur les bords de l'Hollande. Les Américains ont sécurisé tous les points de passage de la rivière et ils semblent tous infranchissables. Bachauer ne voulut pas, si près du but, abandonner la partie. Puisqu'il fallait se battre, on se battrait.
Le 1er bataillon du 1050e régiment d'infanterie mit la baïonnette au canon et, appuyé uniquement par une mitrailleuse, chargea le pont de la rivière et força le passage. La garnison américaine appartenant au 47e régiment d'infanterie fut fait prisonnier. Le colonel Bacherer réussit à faire passer près de 1400 hommes accompagnés de 250 prisonniers faits durant l'épopée et 11 jeeps pris aux Américains. Les 15 jours qui viennent de se passer dans le Cotentin ont été difficiles pour les deux camps. Le terrain jouant à l'avantage des Allemands, les Américains voulant avancer coûte que coûte subissent de nombreuses pertes. Et nous l'avons vu, l'utilisation de troupes débutantes comme la 90e division d'infanterie a causé plus de problèmes et de pertes que d'avantages, obligeant le haut commandement allié à changer les commandants en pleine bataille. Mais les combats ont aussi été rudes pour les Allemands. La 91e division d'infanterie a perdu près de 4000 hommes, soit près de 50% de ses combattants. Montebourg est tombé et la route vers Cherbourg est ouverte. De plus, la coupure en deux du Cotentin a fortement affaibli les Allemands avec des unités coupées en deux. Le général Collins sent qu'il faut en profiter. La logistique américaine tourne à plein régime. La maîtrise du ciel est totale, paralysant les Allemands. Cependant, en ce 19 juin, les plans américains et anglais vont être mis à mal non pas par les Allemands mais par la nature qui décide de s'inviter à la fête en déchaînant sur la campagne normande une tempête. Nous verrons dans le prochain épisode, alors que tout se passait bien pour les Alliés, comment la tempête du 19 au 22 juin 1944 a affecté les batailles en cours. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez un commentaire sur la vidéo et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur la bataille de Normandie. La bataille de Normandie ne fait que commencer.